Il y a des vérités que l'histoire officielle enterre, non pas parce qu'elles sont fausses, mais précisément parce qu'elles sont vraies. Des vérités trop dangereuses pour les puissants, trop complexes pour les manuels scolaires, trop dérangeantes pour ceux qui ont construit leur autorité sur le mensonge qui les remplace. Et parfois, ces vérités demeurent cachées pendant si longtemps qu'elles finissent par ressembler à des légendes. On les confond avec des théories de complot. On rit de ceux qui les cherchent. On oublie que derrière chaque légende, il y a un document, un témoin, une main qui a tremblé en écrivant ce qu'elle n'aurait jamais dû écrire. Le 25 octobre 2001, une archiviste du nom de Barbara Frall, employée des archives secrètes du Vatican, était assise dans la salle de consultation froide et silencieuse de cet édifice centenaire, entouré de cartons poussiéreux, portant des numéros de classification que personne n'avait consultés depuis des décennies. Elle cherchait quelque chose de précis, elle cherchait depuis des mois, et ce jour-là, elle trouva ce qu'aucun historien n'avait trouvé depuis 700 ans. Elle trouva le parchemin de Chinon. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines heures va transformer votre compréhension de l'une des plus grandes injustices de l'histoire médiévale. Pas une injustice abstraite, pas une injustice de manuel scolaire avec des dates et des noms, mais une injustice charnelle, brûlante, construite sur des aveux arrachés sous la torture, des procès truqués, des papes terrifiés, des rois avides et des siècles de silence institutionnel délibéré. Une injustice commise contre des milliers d'hommes qui avaient consacré leur vie, leur fortune et leur sang à une cause qu'on allait transformer en crime. Les chevaliers du Temple, l'ordre du Temple, les Templiers. Vous croyez peut-être les connaître? La plupart des gens pensent les connaître. Ils associent ce nom à des croix rouges sur des manteaux blancs, à des châteaux en terre sainte, à des guerriers mystérieux, à de l'or caché, à des secrets ésotériques, à des films et à des romans. Et c'est exactement le problème. Le bruit de la légende a recouvert le son de la vérité historique comme une chape de béton. Sous ce béton, il y a des corps, il y a des hommes qui ont brûlé. Il y a un document qui a attendu 7 siècles dans l'obscurité d'une archive pontificale pour que quelqu'un ose regarder dedans. Ce document, le parchemin de Chinon, ne fait pas que raconter une histoire. Il la renverse. Il prend le verdict officiel de l'histoire, ce verdict que des générations d'écoliers ont appris comme un fait établi. Les Templiers condamnés pour hérésie, dissolution de l'ordre en 1312, fin justifiée d'une organisation corrompue, et il le déchire en morceaux. Parce que ce parchemin, rédigé de la main même des légats du pape Clément V en septembre 1308, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que les Templiers ont été absous, que le pape les a absous, que l'Église les a reconnus comme catholiques sincères, que leurs péchés avaient été pardonnés, qu'ils avaient été réconciliés avec Rome. Et puis ce document a disparu, classé dans la mauvaise boîte, perdu dans la forêt d'une archive qui contient 65 km linéaires de rayonnage, oublié pendant 700 ans, pendant que les hommes qui l'absolvaient brûlaient sur des bûchers, perdaient leur tête, mouraient en prison, disparaissaient dans la tourmente de 1307 et des années qui suivirent. 65 km. Pensez à ce chiffre. Si vous deviez marcher à travers tous les rayonnages des archives secrètes du Vatican, en ligne droite, il vous faudrait marcher pendant des heures. Des milliers de cartons, des millions de documents, des bulles pontificales, des traités, des correspondances diplomatiques, des procès de sorcières, des dossiers d'inquisition, des lettres d'empereurs et de rois. Et quelque part dans tout cela, enfoui dans un carton mal étiqueté, le document le plus important de l'histoire des Templiers attendait. Il attendait que quelqu'un comme Barbara Frall ose le chercher. Mais avant d'en arriver là, avant de vous parler de cette femme et de ce qu'elle a trouvé, il faut vous parler de ce qui a rendu ce document nécessaire. Il faut vous ramener en arrière, très loin en arrière. Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1307, précisément. Dans les rues de Paris, dans les châteaux de France, dans les commanderies templières qui s'étendaient sur tout le territoire du royaume. Il faut que vous sentiez l'air de cette nuit-là,
froid, humide, avec cette odeur de trahison que les comploteurs reconnaissent toujours après coup. Cette nuit-là, tout a basculé. Imaginez que vous êtes un Templier en France en 1307. Vous avez peut-être 40 ans, peut-être 50. Vous avez rejoint l'ordre à 20 ans, après avoir fait vos preuves comme soldat ou comme administrateur. Vous gérez peut-être une commanderie dans le Languedoc ou en Normandie, supervisant les terres agricoles, les moulins, les vignes et les troupeaux qui font de l'Ordre du Temple l'une des organisations économiques les plus puissantes d'Europe occidentale. Vous avez prêté serment de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Vous portez le manteau blanc ou le manteau noir si vous êtes frère servant plutôt que chevalier. Vous avez peut-être combattu en Terre Sainte dans votre jeunesse avant que Saint Jean d'Acre tombe en 1291 et que la dernière présence chrétienne au Levant s'effondre dans le sang et le feu. Vous avez peut-être vu des choses à Saint Jean d'Acre que vous ne pouvez pas oublier. Des corps d'enfants dans les rues, des femmes vendues comme esclaves, des frères templiers se battant jusqu'au dernier souffle sur les remparts pendant que le port se remplissait de réfugiés qui tentaient de fuir sur les derniers bateaux. Vous avez vu le grand maître Guillaume de Beaujeu mourir d'une flèche sous l'aisselle en combattant. Vous avez vu des choses qui vous ont changé pour toujours. Et maintenant, en 1307, vous êtes en France. L'ordre est riche, influent, mais aussi sous pression. Il y a des rumeurs. Des accusations étranges circulaient depuis plusieurs années. On disait que les cérémonies d'initiation templière étaient hétérodoxes. On disait que les Templiers reniaient le Christ pendant leur réception dans l'ordre. On disait des choses obscènes, impossibles, révoltantes. Vous savez que c'est faux. Vous avez participé à des cérémonies d'initiation. Vous savez ce qui s'y passe. Ce sont des rituels sobres, des serments solennels, une imposition de la règle de l'ordre. Rien de plus. Mais les rumeurs continuaient. Et maintenant, en ce mois d'octobre 1307, il y a quelque chose dans l'air. Une tension, des regards. Le roi Philippe IV de France, qu'on appelle Philippe le Bel à cause de son physique d'ange et de son âme de reptile. Ce roi vous a convoqué à Paris sous prétexte de discuter d'une nouvelle croisade. Le grand maître Jacques de Molay est venu. D'autres dignitaires de l'ordre sont venus. Et puis le vendredi 13 octobre 1307, date qui donnera peut-être naissance à la superstition sur le vendredi 13. Certains historiens le pensent. Le 13 octobre, au petit matin, les sergents du roi frappent simultanément à toutes les portes de toutes les commanderies templières de France. Simultanément. Partout. En même temps. Cela représente une coordination logistique extraordinaire pour l'époque. Pour que les arrestations soient simultanées, les ordres avaient dû être préparés en secret pendant des semaines, distribués sous sceau royal à des centaines d'officiers dans toutes les provinces du royaume, avec l'instruction formelle de ne les ouvrir qu'à l'aube du 13 octobre. C'est une opération militaire d'une précision remarquable. Et elle a fonctionné. En quelques heures, pratiquement tous les Templiers de France sont arrêtés. On estime que ce matin-là, entre 5 000 et 15 000 hommes ont été appréhendés. Chevaliers, frères servants, chapelains, frères de métier, vieillards, malades, novices à peine entrés dans l'ordre. Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre du Temple, le chef de l'organisation militaire et religieuse la plus redoutée d'Europe, est arrêté à Paris comme un vulgaire criminel. Et maintenant commence la partie qui vous donnera peut-être envie de quitter cette histoire, parce qu'elle est insupportable. Mais il faut la traverser. Il faut la comprendre, parce que sans elle, le parchemin de Chinon ne signifie rien. Les Templiers arrêtés sont livrés à l'Inquisition dominicaine. L'inquisiteur général de France, Guillaume de Paris, confesseur personnel du roi Philippe le Bel, remarquez la coïncidence, prend en charge les interrogatoires. Et dès les premières semaines, les aveux commencent à tomber. Des aveux stupéfiants. Des aveux qui confirment exactement ce que Philippe le Bel et Guillaume de Paris voulaient entendre. Les Templiers avouaient avoir renié le Christ pendant leur cérémonie d'initiation.
Ils avouaient avoir craché sur la croix. Ils avouaient avoir pratiqué des baisers obscènes sur les parties intimes de leurs supérieurs lors de rituels secrets. Ils avouaient avoir adoré une idole appelée Baphomet. Ils avouaient des actes sodomites. Ils avouaient des hérésies de toutes sortes. Des centaines d'hommes faisaient les mêmes aveux, avec les mêmes formulations, les mêmes détails. La raison de cette uniformité troublante est simple et horrible, la torture. L'Inquisition médiévale disposait d'un arsenal de techniques éprouvées pour faire dire à un homme ce qu'on voulait lui faire dire. Le strappado, la privation de sommeil, la privation de nourriture, les brodequins qui brisaient les pieds, l'estrapade qui déboîtait les épaules, le chevalet. Et surtout, la terreur de ce qui allait venir si vous ne parliez pas, la terreur du bûcher. Parce que les Templiers savaient ce qui attendait les hérétiques impénitents. Ils avaient vu des cathares brûlés dans leur jeunesse. Ils connaissaient la procédure. Mais voici ce qui est extraordinaire et ce qui rendra le parchemin de Chinon encore plus significatif quand nous y arriverons. La quasi-totalité des Templiers qui avouèrent sous la torture se rétractèrent dès qu'ils purent le faire. Dès qu'ils furent devant des représentants pontificaux plutôt que devant les agents royaux, ils dirent la vérité. Ils dirent que leurs aveux avaient été arrachés sous la souffrance. Ils dirent qu'ils étaient innocents. Ils demandèrent à être jugés par le pape. Et c'est là que Clément V entre en scène. Et c'est là que tout devient extraordinairement compliqué. Bertrand de Goth, devenu pape sous le nom de Clément V en 1305, est l'une des figures les plus controversées de l'histoire pontificale. Archevêque de Bordeaux, élu pape grâce en grande partie au soutien de Philippe le Bel, il est profondément redevable au roi de France. Dès son élection, il ne s'installe pas à Rome, mais reste en France, d'abord à Poitiers, puis à Avignon, inaugurant ce qu'on appellera la période avignonnaise de la papauté. 67 ans, pendant lesquels les papes vivront en France sous l'influence, souvent directe, de la couronne française. Ses ennemis à l'époque et ses critiques dans les siècles qui suivront le décriront comme une marionnette de Philippe le Bel, un homme sans colonne vertébrale, un pape de paille qui a sacrifié les Templiers pour satisfaire les appétits d'un roi avide. Mais la réalité, comme le parchemin de Chinon va nous l'enseigner, est infiniment plus complexe. Clémenceau n'était pas stupide. Il était pris dans une situation dont il ne pouvait pas sortir sans coup terrible, quelle que soit la direction qu'il choisissait. S'il défendait les Templiers publiquement contre les accusations de Philippe le Bel, il risquait un conflit ouvert avec la puissance temporelle la plus forte d'Europe occidentale, un conflit qui aurait pu menacer la papauté elle-même dans un moment de grande fragilité institutionnelle. S'il abandonnait les Templiers sans condition, il commettait une injustice monumentale contre une organisation qui relevait directement de son autorité pontificale. Les Templiers étaient exemptés de toute juridiction épiscopale et royale, ne répondant qu'au pape. Alors Clément V joua un jeu subtil, un jeu que 7 siècles d'historiographie dominante n'ont pas bien compris. Il essaya de reprendre le contrôle du processus. Il protesta contre le fait que Philippe le Bel ait procédé aux arrestations sans l'accord pontifical. Il envoya ses propres légats pour interroger les Templiers. Et en août 1308, il convoqua les dirigeants de l'ordre à Chinon, dans la forteresse royale de Touraine, pour les interroger personnellement par l'intermédiaire de ses représentants. C'est là que le parchemin de Chinon est né. Dans cette forteresse médiévale, dans ces salles de pierre où les dignitaires templiers étaient détenus sous bonne garde, les légats du pape Clément V, 3 cardinaux de grande stature, Berenguer Fredol, Étienne de Suisy et Landolfo Brancacci, ont mené leurs propres interrogatoires. Ils ont entendu Jacques de Molay en personne. Ils ont entendu Hugues de Perrot, le visiteur de France. Ils ont entendu Geoffroy de Charnay, le précepteur de Normandie. Ils ont entendu Geoffroy de Gonneville, le précepteur d'Aquitaine. Ils ont entendu Rimbaud de Caron, le précepteur de Chypre. Et après ces interrogatoires, après avoir entendu les aveux et les explications des dignitaires, des aveux limités, des aveux qui reconnaissaient
certaines irrégularités mineures dans le rituel d'initiation, tout en rejetant les accusations les plus graves. Les 3 cardinaux ont rendu leur verdict. Ils ont absous les Templiers. Ils leur ont accordé l'absolution sacramentelle de toutes les fautes qu'ils avaient confessées. Ils les ont réconciliés avec l'Église catholique. Ce verdict a été couché sur un parchemin, un document officiel, scellé et signé, le parchemin de Chinon. Et puis ce document a disparu dans les archives, pendant 700 ans. Mais nous reviendrons à cela. Parce que, avant de comprendre pleinement ce que ce parchemin signifie, il faut comprendre ce qui s'est passé après. Il faut vous parler des années 1308 à 1314. Des années les plus sombres de l'histoire templière. Des années pendant lesquelles les hommes absous par le pape ont quand même brûlé. Il faut vous parler de la façon dont l'histoire officielle a été construite, de la façon dont le mensonge a été institutionnalisé, de la façon dont des générations d'historiens, certains de bonne foi, d'autres moins, ont contribué à enfouir la vérité sous des couches de récits orthodoxes. Et il faut vous parler des quelques hommes et femmes sur plusieurs siècles qui ont eu le courage de regarder là où tout le monde disait qu'il n'y avait rien à voir. Parce que Barbara Frale n'était pas la première à chercher, elle était la première à trouver. Et la différence entre ces 2 réalités est tout un abîme. Revenons au contexte de 1307, parce qu'il y a quelque chose que les manuels scolaires n'expliquent presque jamais correctement. Quelque chose de fondamental pour comprendre pourquoi cette affaire a pu se dérouler comme elle s'est déroulée. L'ordre du Temple, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, était une puissance économique sans équivalent en Europe occidentale. On parle souvent de leur richesse comme d'une abstraction, mais il faut rendre cette richesse concrète pour mesurer ce qu'elle représentait comme cible. L'ordre du Temple avait inventé, ou du moins perfectionné, à une échelle sans précédent, ce qu'on pourrait appeler le système bancaire médiéval. Un pèlerin qui voulait se rendre en Terre Sainte sans transporter d'or sur lui, ce qui était une invitation au vol et au meurtre sur des routes souvent dangereuses, pouvait déposer sa fortune dans une commanderie templière en France, recevoir en échange une lettre de crédit codée et retirer son argent dans n'importe quelle commanderie templière sur son chemin jusqu'à Jérusalem. Ce système de lettres de change, ancêtre direct de nos instruments financiers modernes, était révolutionnaire. Il faisait des Templiers les banquiers de l'Europe. Les rois empruntaient aux Templiers. Philippe le Bel lui-même avait contracté d'importantes dettes envers l'ordre. Voyez-vous où cela mène? Philippe le Bel, à l'automne 1307, était dans une situation financière catastrophique. Il avait mené des guerres coûteuses. Il avait taxé le clergé de France au point de provoquer une crise diplomatique avec le pape Boniface VIII. Il avait expulsé les Juifs de France en 1306 et confisqué leurs biens, un précédent significatif. Il avait dévalué la monnaie et il devait de l'argent aux Templiers. La saisie des biens de l'ordre du Temple en France représentait une aubaine financière considérable. Des terres, des moutons, des moulins, des châteaux, des réserves de grains, des lingots d'or dans les coffres des commanderies, des créances sur des nobles et des marchands. La richesse accumulée sur 2 siècles d'activité économique intensive. Bien sûr, les historiens débattent depuis des décennies de la part respective, jouée par l'avidité financière de Philippe et par les convictions religieuses sincères, si tant est qu'elles aient existé, dans la décision de détruire l'ordre. Certains chercheurs du début du XXe siècle, comme Heinrich Finck, ont insisté sur le fait que Philippe croyait peut-être réellement aux accusations d'hérésie, ou du moins se convainquait-il de leur vraisemblance pour légitimer ses actions. D'autres, comme Malcolm Barber, dans son ouvrage de référence sur le procès des Templiers, publié en 1978, ont été plus nuancés, montrant la complexité des motivations dans un contexte où ambition politique, dévouement religieux sincère et intérêt économique se mêlaient inextricablement. Mais voici ce qui est difficilement contestable. Les charges étaient fabriquées, ou pour être plus précis, elles étaient construites à partir d'un fond de ragots et de rumeurs, dont certaines dataient de plusieurs décennies,
puis systématiquement amplifiés, standardisés et renforcés par la torture pour produire un dossier d'accusation qui avait l'apparence de la solidité mais en avait le vide. L'historien Norman Cohn, dans son analyse des persécutions médiévales, montre comment ce type de construction accusatoire était un mécanisme récurrent dans l'Europe médiévale. On prenait des rumeurs vagues sur les pratiques secrètes d'un groupe, on les codifiait en accusations précises et la torture se chargeait de produire les confirmations nécessaires. Les Templiers n'étaient pas les premiers à subir ce traitement. Les Cathars, les Vaudois et diverses sectes hétérodoxes avaient été victimes de procédés similaires. Mais jamais à cette échelle. Jamais contre une organisation aussi puissante, aussi bien connectée, aussi profondément intégrée dans les structures politiques et économiques de l'Europe. La destruction de l'ordre du Temple est unique dans l'histoire médiévale par son ampleur et par sa brutalité institutionnelle. Et dans cette brutalité, il y a une singularité qui mérite qu'on s'y arrête longuement. Le pape savait. Le pape savait que les Templiers étaient innocents des accusations les plus graves. Ou du moins, il avait des raisons très solides de le penser. Parce que ses propres légats, après avoir entendu les dirigeants de l'ordre à Chinon, lui avaient rendu un rapport qui allait devenir le parchemin de Chinon. Clément VI savait, et il a quand même laissé l'ordre être dissous. Il a quand même laissé des hommes mourir. Cette contradiction est au cœur de l'énigme historique, et elle explique pourquoi certains historiens ont passé leur vie à chercher une réponse, à chercher un document qui leur permettrait de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses de cette tragédie. Ce qui s'est passé entre ce que le pape savait et ce que le pape a fait. Le parchemin de Chinon est ce document. Et les 700 ans pendant lesquels il a dormi dans les archives pontificales ne sont pas entièrement accidentels. C'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Pensez à ce que cela signifie. Pendant 7 siècles, les historiens qui étudiaient le procès des Templiers travaillaient avec un dossier incomplet. Un dossier d'où la pièce la plus importante manquait. Tous leurs jugements, toutes leurs analyses, toutes leurs tentatives de comprendre le rôle de Clément V, tous leurs débats sur la culpabilité ou l'innocence des Templiers se déroulaient dans l'ignorance d'un document fondamental. C'est comme essayer de juger un procès criminel sans avoir accès au verdict d'acquittement qui a été rendu, mais qu'on a égaré. Et les erreurs que ces historiens ont commises, les jugements trop sévères portés contre Clément V, les nuances manquantes dans la compréhension du comportement pontifical, les accusations injustes maintenues contre les Templiers dans certaines synthèses historiques. Tout cela est en partie la conséquence de cette lacune documentaire. Une lacune de 700 ans. Quand Barbara Frall a ouvert ce carton en octobre 2001, elle n'a pas seulement fait une découverte archivistique. Elle a potentiellement changé la façon dont nous comprenons l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire médiévale. Elle a rendu aux Templiers quelque chose qu'on leur avait volé. Et elle a posé implicitement une question qui n'est toujours pas résolue. Comment un document aussi important a-t-il pu rester caché aussi longtemps? Et combien d'autres documents comme celui-là attendent encore? Mais pour comprendre tout cela pleinement, il nous faut d'abord traverser les années terribles, les années du procès, les années des bûchers, les années pendant lesquelles des hommes qui avaient été absous par le pape mouraient quand même dans les flammes. Il faut revenir à Jacques de Molay. Jacques de Molay est né vers 1243 ou 1244 dans une famille de petite noblesse bourguignonne. Il a rejoint l'ordre du Temple vers 1265, à l'âge d'une vingtaine d'années, entré dans l'ordre à Beaune selon les sources. Il a combattu en Terre Sainte, il a participé aux dernières campagnes désespérées pour maintenir une présence chrétienne au Levant. Il a vu Saint Jean d'Acre tomber en 1291. Il est devenu grand maître en 1298 ou 1299, succédant à Thibaut Gaudin. En 1307, il a dans les 60 ans. C'est un vieil homme par les standards de l'époque, un homme qui a consacré toute sa vie adulte à l'ordre du Temple et à la cause de la croisade.
Il est arrivé à Paris en réponse à une convocation pontificale pour discuter d'un projet de nouvelle croisade, un projet dont il était l'un des principaux promoteurs, ayant même rédigé un mémorandum détaillé sur la stratégie à adopter. Il a porté le drap funèbre à Paris lors des funérailles de Catherine de Courtenay, quelques jours avant son arrestation. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir. Arrêté le 13 octobre 1307, emprisonné, soumis à la torture, Jacques de Molay avoua. Il avoua avoir renié le Christ lors de sa cérémonie d'initiation. Il avoua avoir craché sur la croix. Ces aveux, que les agents royaux s'empressèrent de rendre publics, constituèrent une bombe d'une puissance extraordinaire. Le grand maître de l'ordre du Temple avait lui-même confirmé les accusations. Mais quand Molay fut amené devant les légats pontificaux en août et septembre 1308, à Chinon, sa position se compliqua. Il se trouva dans une situation de contradiction déchirante. D'un côté, il avait avoué sous la torture et retracté complètement ses aveux, l'exposait au risque d'être traité comme relapse. Un hérétique retourné à l'hérésie, ce qui signifiait le bûcher. De l'autre, maintenir des aveux qu'il savait faux était une trahison de la vérité et de l'ordre qu'il avait dirigé. À Chinon, devant les cardinaux, Molay maintint certains de ses aveux, mais mit l'accent sur le repentir et demanda l'absolution. Il reçut cette absolution. Le parchemin de Chinon en porte la trace. Et puis les années passèrent, dans une détention prolongée, dans des négociations sans fin entre la papauté et la couronne française, dans des conciles et des assemblées, pendant que les Templiers pourrissaient dans leur prison. En mars 1314, après près de 7 ans de détention, Jacques de Molay et les autres dignitaires furent reconduits devant une commission pontificale pour entendre leur sentence. On attendait d'eux qu'ils maintiennent leurs aveux et acceptent une peine d'emprisonnement à vie. C'était le compromis auquel Clément V et Philippe le Bel étaient parvenus. Pas d'exécution des grands dignitaires, mais une condamnation formelle et la dissolution définitive de l'ordre. Ce qui se passa ensuite était probablement ce que ni Philippe ni Clément n'avaient prévu. Jacques de Molay se leva. Devant la foule assemblée sur le parvis de Notre-Dame de Paris, il rétracta ses aveux. Il déclara que l'ordre du Temple était innocent. Il déclara que les seuls péchés dont il avait à se repentir étaient les mensonges qu'il avait prononcés sous la torture pour sauver sa vie. Geoffroy de Charnay, le précepteur de Normandie, fit de même. Philippe le Bel ordonna leur exécution pour le jour même. Ce soir-là, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay brûlèrent sur un îlot de la Seine, qu'on appelait l'îlot juif, face à la cathédrale Notre-Dame. Ils moururent en déclarant leur innocence. Les témoins rapportèrent que Molay mourut lentement, que le feu fut alimenté avec soin pour prolonger l'agonie, et qu'il continua à prier et à clamer l'innocence de son ordre jusqu'à la fin. La légende dit qu'en mourant, il lança une malédiction sur Philippe le Bel et sur Clément V Inque, les convoquant tous deux devant le tribunal de Dieu dans l'année. Clément V mourut 5 semaines plus tard, en avril 1314. Philippe le Bel mourut en novembre de la même année. Accident de chasse. Ces coïncidences, vraies ou embellies par la tradition, alimentèrent une légende qui ne ferait que croître dans les siècles suivants. Mais ce qui nous intéresse ici n'est pas la malédiction. Ce qui nous intéresse, c'est la contradiction. La contradiction entre l'absolution accordée en 1308 selon le parchemin de Chinon et la mort dans les flammes en 1314. Ce gouffre de 6 ans pendant lequel un homme absous par l'Église a été maintenu en prison, puis exécuté. Comment expliquer cela? Comment Clément V a-t-il pu, en bonne conscience, laisser mourir des hommes que ses propres légats avaient absous? Et pourquoi ce parchemin, cette preuve d'absolution, n'est-il jamais apparu dans les débats, dans les procès, dans les conciles? Pourquoi Clément V lui-même n'y a-t-il jamais fait référence publiquement de façon décisive?
Ces questions ont tenté les historiens pendant des siècles. Certains ont conclu que Clément était purement et simplement un lâche, un homme dominé par Philippe le Bel, qui n'avait ni la volonté ni le courage de protéger ceux qui relevaient de son autorité. D'autres ont proposé des lectures plus nuancées, suggérant que Clément était convaincu que la dissolution de l'ordre était inévitable et cherchait à en minimiser le coût humain. D'autres encore ont pensé qu'il y avait peut-être des éléments que nous ne connaissions pas, des documents manquants qui expliqueraient des choix qui semblent autrement incompréhensibles. Ces derniers avaient leur raison. Il y avait un document manquant, et il manquait depuis 700 ans. Mais avant de vous parler de la redécouverte, laissez-moi vous parler d'une autre dimension de cette histoire qui est rarement évoquée. La guerre des historiens. Parce que l'histoire du procès des Templiers n'est pas seulement une histoire médiévale. C'est aussi une histoire de la façon dont les historiens modernes se sont battus entre eux sur cette question, parfois avec une violence académique qui reflète quelque chose de la passion que ce sujet continue d'inspirer. Au XIXe siècle, le premier grand travail historique sérieux sur les Templiers en langue française est celui de Henri de Curzon, qui publie en 1888 une édition de la règle de l'ordre du Temple. Mais c'est Jules Michelet, le grand historien romantique français, qui le premier avait publié en 1851 une collection de documents sur le procès des Templiers extraits des archives nationales. Michelet était fasciné par les Templiers, mais sa lecture était profondément marquée par les catégories de son époque. Il voyait dans leur procès une lutte entre l'obscurantisme médiéval et les premières lueurs de la raison moderne. Une lecture anachronique, mais influente. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, des historiens allemands comme Heinrich Finke, avec ses monumentales Papsttum und Untergang des Templerordens publiés en 1907, ont apporté une rigueur documentaire nouvelle à l'étude du procès. Finke a travaillé sur des archives qui n'avaient jamais été exploitées systématiquement, et ses conclusions, beaucoup plus nuancées que celles de ses prédécesseurs, ont constitué pendant longtemps la base de référence pour les études sur les Templiers. Mais le XXe siècle a aussi vu émerger une tension croissante entre les historiens académiques sérieux et une popularisation souvent irresponsable de l'histoire templière. D'un côté, des chercheurs comme Malcolm Barber en Angleterre, Alain de Murger en France, dont les travaux rigoureux cherchent à distinguer le fait documenté de la légende. De l'autre, une prolifération de livres populaires qui font des Templiers les gardiens du Graal, les précurseurs des francs-maçons, les détenteurs de secrets hermétiques incompréhensibles, les fondateurs de l'Amérique, les protecteurs de la lignée royale du Christ. Cette tension a parfois rendu le travail académique sérieux plus difficile. Quand Barbara Frale a commencé ses recherches sur les Templiers au Vatican, elle se heurtait non seulement à la difficulté intrinsèque des archives secrètes, mais aussi à une méfiance institutionnelle compréhensible. Combien de chercheurs s'étaient approchés des archives pontificales avec des théories préconçues sur les Templiers, cherchant à confirmer plutôt qu'à découvrir? Combien avaient ensuite publié des livres qui mélangeaient allègrement faits et fiction, brouillant les pistes pour les chercheurs qui viendraient après eux? Barbara Frale n'était pas de ce genre. Née en 1970 à Viterbe, en Italie, elle a fait ses études à l'Université de Venise, puis a travaillé comme archiviste et paléographe, une spécialiste de la lecture des Écritures anciennes, aux archives secrètes du Vatican. Sa formation était rigoureusement technique, rigoureusement philologique. Elle savait lire les documents médiévaux dans leurs langues originales, elle comprenait les systèmes de classement archivistique pontificaux, elle connaissait les pièges et les bizarreries d'une archive qui avait été déplacée, réorganisée, partiellement saccagée et partiellement reconstituée au fil des siècles. Parce qu'il faut parler de ça aussi. Les archives secrètes du Vatican ne sont pas simplement une grande bibliothèque bien ordonnée où il suffit de chercher pour trouver. Leur histoire est elle-même une histoire de catastrophe et de reconstruction. Quand Napoléon a envahi les États pontificaux à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il a ordonné le transfert de l'ensemble des archives secrètes du Vatican à Paris.
Une entreprise colossale. Des millions de documents ont été emballés, chargés sur des centaines de chariots et transportés sur des milliers de kilomètres dans des conditions précaires. Des documents ont été perdus pendant le transport. Des boîtes ont été mélangées. Des systèmes de classement ont été perturbés. Après la chute de Napoléon, une partie des archives a été rapatriée à Rome. Mais l'opération de retour a été faite précipitamment et à moindre coût. Pie VII, faute de moyens financiers suffisants, a dû laisser détruire environ 33 wagons de documents jugés moins importants. Ces documents ont été vendus au poids à des fabricants de carton. Des centaines, peut-être des milliers de textes médiévaux irremplaçables ont ainsi été transformés en carton d'emballage dans la Rome du début du XIXe siècle. Et les archives qui sont revenues à Rome n'ont pas retrouvé immédiatement leur ordre original. Il a fallu des décennies de travail de réorganisation et certains secteurs sont restés longtemps dans un état de désordre partiel. C'est dans ce contexte que le parchemin de Chinon s'est retrouvé là où Barbara Frale l'a finalement trouvé, dans un carton portant une référence qui ne correspondait pas à son contenu, classé dans une série documentaire qui n'était pas la sienne. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant, parce que le parchemin de Chinon n'était pas tout à fait inconnu. Il avait été mentionné, fugitivement, indirectement, mais mentionné. Et ces mentions, incomprises ou ignorées, avaient contribué à entretenir pendant des siècles une confusion fondamentale sur la nature exacte de ce document. Dans les inventaires pontificaux médiévaux, dans certaines références croisées dans des registres de chancellerie, le document était mentionné sous des descriptions tellement vagues et partielles qu'aucun chercheur n'avait été en mesure de l'identifier avec certitude comme l'absolution des Templiers. Il apparaissait comme un document relatif au procès des Templiers, peut-être comme l'un des nombreux rapports d'interrogatoire, peut-être comme une simple formalité administrative. Et puisqu'on ne pouvait pas le consulter, puisqu'on ne savait pas exactement où il était, on ne pouvait pas le lire. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il contenait vraiment. Cette situation créait un paradoxe historiographique fascinant et frustrant. Les historiens savaient, grâce aux registres de l'époque, qu'une commission pontificale avait entendu les dignitaires templiers à Chinon en 1308. Ils savaient que Clément V avait envoyé ses légats pour cela, mais ils ne savaient pas exactement ce qui s'était passé lors de ces auditions. Ils ne savaient pas que le résultat en avait été une absolution formelle. Ils supposaient au mieux que Clément V avait cherché à obtenir des Templiers une confession qui lui permettrait de les traiter avec plus de clémence lors du procès général. Ils ne savaient pas que ces légats les avaient effectivement absous. Et sans cette connaissance, l'image de Clément V restait celle d'un pape faible et complice. Un homme qui avait su ce qui se passait et n'avait rien fait pour l'arrêter. Un homme qui avait peut-être même, dans certaines lectures, activement contribué à la destruction de l'ordre pour plaire à son protecteur royal. Mais si Clément V avait accordé l'absolution en 1308, si ses légats avaient formellement réconcilié les Templiers avec l'Église, alors son comportement ultérieur, sans être totalement absous, devient au moins partiellement intelligible. Il était coincé entre deux réalités incompatibles, l'innocence canonique des Templiers qu'il avait reconnue en privé, et l'impossibilité politique de la proclamer publiquement sans déclencher une crise qu'il ne pouvait pas gérer. Ce n'est pas un portrait glorieux, mais c'est un portrait humain, d'un homme acculé à des choix impossibles, qui a fait ce qu'il a pu dans les marges qui lui restaient, et qui n'a peut-être pas fait assez. C'est une différence qui a son importance. Non pas pour disculper Clément V, les Templiers ont quand même brûlé, et aucune absolution rétroactive ne les ramènera à la vie. Mais pour comprendre la mécanique d'une injustice, il faut comprendre tous ces rouages. Et un rouage manqué depuis 700 ans. Il y a aussi une dimension que nous avons à peine effleurée et qui mérite d'être approfondie, la question des aveux eux-mêmes. Car même en acceptant que la torture soit la principale explication des aveux templiers, il subsiste une zone d'ombre que les historiens ont longuement débattue. Certaines des accusations,
notamment celle du reniement du Christ lors de la cérémonie d'initiation, ont été confirmées par un nombre suffisant de Templiers, dans des contextes suffisamment variés pour que certains historiens aient pensé qu'elles reflétaient peut-être un fond de réalité, même déformé. La théorie la plus répandue parmi les historiens sérieux est la suivante. La cérémonie d'initiation templière comprenait effectivement un élément inhabituel, peut-être une mise en scène symbolique de la tentation ou du reniement, destinée à préparer le nouveau membre à résister à la torture s'il était capturé par l'ennemi en Terre Sainte. On lui faisait simuler le reniement du Christ pour qu'il soit capable, en cas de capture, de faire semblant de coopérer avec ses tortionnaires tout en maintenant intacte sa foi intérieure. Cette théorie, si elle est exacte, et elle reste une hypothèse, pas une certitude, expliquerait à la fois pourquoi certains Templiers avouaient spontanément quelque chose qui ressemblait à un reniement lors de l'initiation, et pourquoi ils insistaient simultanément sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une hérésie réelle, mais d'une pratique rituelle dont le sens avait été perverti par leurs accusateurs. Elle expliquerait aussi quelque chose que les cardinaux présents à Chinon ont peut-être compris, et que le parchemin de Chinon reflète implicitement, que les irrégularités reconstitutions dans les pratiques templières, même si elles avaient réellement existé sous une forme quelconque, ne constituaient pas une hérésie au sens propre du terme, ne reflétaient pas un rejet sincère de la foi catholique et pouvaient être traitées comme des fautes mineures méritant absolution, plutôt que comme des crimes hérétiques méritant bûcher. Et voilà pourquoi le parchemin de Chinon est si important, pas seulement comme document historique, comme preuve d'une absolution papale, mais comme fenêtre sur la façon dont les hommes de l'époque comprenaient ce qui se passait, comme témoignage de la distinction que les légats pontificaux faisaient entre le fantasme des accusateurs et la réalité de ce qu'ils voyaient devant eux. Des vieux soldats, des hommes épuisés, terrifiés, soumis depuis des mois à des conditions d'emprisonnement terribles, qui demandaient à être entendus, qui demandaient à être jugés avec justice, et qui recevaient finalement, de la bouche des représentants du pape, l'absolution qu'ils cherchaient. Puis ils sont retournés dans leurs cellules, et les années ont passé, et le monde a continué à les croire coupables. Il faut maintenant vous parler de ceux qui ont cherché, de ceux qui, sur plusieurs siècles, ont soupçonné qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait une pièce absente dans le puzzle du procès des Templiers, et qui ont parfois payé très cher cette curiosité obstinée. L'histoire de la recherche historique sur les Templiers est en elle-même une histoire fascinante, une méta-histoire qui court parallèlement à l'histoire principale et qui l'éclaire d'une lumière étrange. Parce que les Templiers n'ont jamais vraiment cessé de hanter l'imaginaire européen. Leur dissolution en 1312 n'a pas mis fin à leur existence symbolique. Elle l'a au contraire amplifiée, transformée, complexifiée. Dès les années qui ont suivi la dissolution de l'ordre, des traditions orales commençaient à circuler sur ce qui s'était vraiment passé lors du procès. Des récits de témoins, transmis de génération en génération dans certaines familles nobles, affirmant que les Templiers étaient innocents, que le procès avait été un simulacre, que Philippe le Bel avait inventé les accusations pour s'emparer de leurs richesses. Ces traditions n'avaient aucune valeur juridique ou académique, mais elles maintenaient vivante une conscience diffuse de l'injustice. En Écosse, en particulier, une tradition s'est développée, difficile à documenter mais persistante, selon laquelle des Templiers fugitifs auraient trouvé refuge après la dissolution de l'ordre et auraient transmis leurs pratiques et leurs symboles à travers des filières secrètes qui aboutiraient, plusieurs siècles plus tard, à la franc-maçonnerie écossaise. Cette théorie a été reprise, amplifiée, dramatisée dans d'innombrables textes ésotériques et populaires, au point de devenir un lieu commun qui n'intéresse plus les historiens sérieux, tant il a été pollué par la surinterprétation et la falsification. Mais sous les couches de légende, il y a peut-être un fond de réalité. Des Templiers ont effectivement fui lors des arrestations de 1307. Certains ont atteint l'Écosse, qui n'était pas sous l'autorité directe de Philippe le Bel, et où la dissolution de l'ordre a été appliquée de façon beaucoup moins rigoureuse qu'en France. Ce qui est devenu de ces fugitifs, ce qu'ils ont transmis, c'est une question que l'histoire ne peut pas résoudre avec certitude.
mais l'existence de la question suffit à entretenir le mystère. En France, pendant les siècles qui ont suivi la dissolution, les Templiers sont restés présents dans la mémoire collective sous différentes formes. Les commanderies templières, dont beaucoup n'avaient pas été entièrement détruites, mais transmises à l'ordre des Hospitaliers, qui avaient bénéficié d'une grande partie des biens templiers par décision pontificale, continuaient à marquer le paysage. Les croix templières, les constructions à l'architecture caractéristique, les chapelles rondes inspirées du Saint-Sépulcre de Jérusalem, tout cela restait là, visible, comme une présence fantôme dans le territoire français. La Révolution française a paradoxalement donné aux Templiers un nouveau souffle. Dans l'effervescence révolutionnaire, certains clubs et sociétés secrètes se réclamaient de l'héritage templier, voyant dans la destruction de l'ordre par un roi et un pape corrompus une préfiguration de la lutte révolutionnaire contre le despotisme royal et l'oppression cléricale. L'idée que les Templiers avaient été les victimes d'une alliance criminelle entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel résonnait fortement dans un contexte où la Révolution cherchait à briser précisément cette alliance. On raconte, et cette anecdote est peut-être apocryphe, mais elle est trop significative pour ne pas être mentionnée, que lorsque Louis XVI fut guillotiné en 1793, un homme se serait élancé vers l'échafaud et aurait trempé ses mains dans le sang royal en criant « Jacques de Molay, tu es vengé !» Vraie ou fausse, cette anecdote dit quelque chose d'important sur la persistance de la mémoire templière dans l'imaginaire français. Mais revenons aux historiens. Revenons à ceux qui cherchaient, non pas dans l'imaginaire, mais dans les archives. Au milieu du XIXe siècle, un érudit français du nom de Charles-Victor Langlois, spécialiste de l'histoire médiévale, travaillait sur les sources du règne de Philippe le Bel. Langlois était un homme rigoureux, méthodique, réfractaire aux théories romantiques sur les Templiers. Il cherchait des documents, des faits, des preuves. Et dans les registres de la chancellerie royale française, il trouva des références à des documents relatifs au procès des Templiers qui semblaient pointer vers des sources pontificales dont il n'avait pas de copie. Ces références suggéraient l'existence de rapports d'interrogatoire menés sous autorité pontificale, distinctes des procédures royales et inquisitoriales dont on avait des copies assez complètes. Langlois signala ces lacunes dans ses travaux académiques, appelant à une exploration plus systématique des archives pontificales. Son appel resta sans suite pendant des décennies. Les archives secrètes du Vatican n'avaient été ouvertes à la consultation des chercheurs extérieurs que depuis 1881, sur décision de Léon XIII, et leur organisation chaotique rendait la recherche systématique extrêmement difficile. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, plusieurs chercheurs italiens et français ont commencé à travailler dans ces archives sur les documents relatifs au procès des Templiers. Ils ont produit des travaux importants, des éditions de textes, des analyses de procédures. Mais ils ne sont pas tombés sur le parchemin de Chinon. Soit qu'ils ne cherchaient pas exactement au bon endroit, soit que le système de classement de l'époque ne leur permettait pas d'y accéder, soit que le document était effectivement dans un état de classification tellement incorrect qu'il était invisible pour un chercheur qui ne savait pas exactement quoi chercher. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante du point de vue méthodologique, parce qu'il y a une différence fondamentale entre chercher quelque chose dont on connaît l'existence et chercher quelque chose dont on soupçonne l'existence. Les chercheurs qui ont travaillé aux archives secrètes avant Barbara Frale ne savaient pas que le parchemin de Chinon existait sous cette forme. Ils savaient que des interrogatoires avaient eu lieu à Chinon. Ils connaissaient l'existence de la délégation pontificale. Mais ils n'avaient aucune preuve documentaire qu'une absolution formelle avait été accordée. Et sans cette preuve, ils ne cherchaient pas ce document spécifique. Barbara Frale, elle, avait une intuition basée sur sa connaissance profonde des procédures canoniques médiévales et des pratiques de la chancellerie pontificale. Elle savait comment fonctionnait le droit canonique médiéval en matière d'absolution et de réconciliation.
Elle savait que si des cardinaux avaient mené des interrogatoires officiels, ils avaient nécessairement produit un rapport officiel. Elle savait que ce rapport, selon les procédures de la chancellerie pontificale du début du XIVe siècle, aurait eu une forme précise, un format reconnaissable. Et elle cherchait ce format. Mais avant de vous parler de comment elle l'a trouvé, il faut vous parler d'un épisode particulièrement dramatique de l'histoire de ces archives, qui concerne directement les documents du procès des Templiers. Parce que les archives secrètes du Vatican, au moment où Napoléon les fit transporter à Paris, contenaient ce que les archivistes de l'époque appelaient le fonds d'Albergue, une collection de documents relatifs au procès des Templiers dans différents royaumes européens. Une partie de ces documents a été perdue lors du voyage de retour, brûlée ou transformée en carton, comme nous l'avons mentionné. Mais d'autres ont survécu, classés dans des séries documentaires qui n'étaient pas les leurs, portant des cotes qui ne correspondaient pas à leur contenu. Le reclassement post-napoléonien avait été fait rapidement par des archivistes qui ne connaissaient pas nécessairement bien le contenu de ce qu'ils reclassaient. Un document en latin médiéval traitant d'une procédure canonique obscure pouvait facilement être classé comme un document de correspondance diplomatique générale si l'archiviste ne prenait pas le temps de le lire attentivement. C'est probablement ainsi que le parchemin de Chinon s'est retrouvé là où Barbara Frale l'a trouvé. Dans une série documentaire intitulée « Instrumenta Miscellanea », une catégorie fourre-tout pour les documents qui ne rentraient pas clairement dans les catégories existantes. Un titre presque trop honnête dans sa vague générosité, « Instruments divers ». Des milliers de documents y étaient classés, couvrant des siècles d'histoire pontificale, sans ordre thématique apparent. Barbara Frale avait passé des mois à explorer les instruments miscellanea en lien avec le règne de Clément V. Et ce matin d'octobre 2001, elle avait entre les mains un carton portant une référence numérique banale, rempli de feuilles et de parchemins de différentes tailles et différents états de conservation. Elle avait commencé à les examiner un par un, avec la patience et l'attention minutieuse que sa formation lui avait apprise. Et puis, elle avait vu l'écriture. Une écriture gothique cursive du début du XIVe siècle, tracée à l'encre brune sur un grand parchemin. Elle avait commencé à lire, et les premiers mots lui avaient arrêté le souffle. Mais laissez-moi vous parler de ce que ce document contenait précisément, parce que les détails ont leur importance. Le parchemin de Chinon est en réalité un document complexe, composé de plusieurs sections distinctes. Il s'ouvre sur une présentation des commissaires pontificaux, les trois cardinaux, Bérenger Frédol, Étienne de Suisy et Landolfo Brancacci, et de leur mission. Il décrit ensuite, avec une précision détaillée, les interrogatoires individuels de chacun des 5 dignitaires templiers entendus à Chinon entre le 17 et le 20 août 1308. La section consacrée à Jacques de Molay est particulièrement révélatrice. Le grand maître, selon le document, reconnut avoir participé à une cérémonie d'initiation qui comportait un élément problématique. Le récipiendaire était invité à cracher sur la croix, non par blasphème sincère, mais comme préparation aux épreuves qu'il pourrait subir si capturé. Molay reconnut cet élément, tout en rejetant catégoriquement toutes les autres accusations, notamment celles d'idolâtrie et de sodomie. Il affirma que l'ordre était orthodoxe dans sa foi et ses pratiques générales, et il demanda l'absolution pour ses péchés. Les cardinaux délibérèrent. Et puis, dans la formule finale du document, ils accordèrent l'absolution. La formule latine est précise, canoniquement correcte, sans ambiguïté. Les Templiers interrogés étaient réconciliés avec l'Église, leurs péchés confessés leur étaient pardonnés, ils recevaient l'absolution apostolique. Le document était daté, scellé des sceaux des 3 cardinaux et certifié comme authentique. C'était une absolution réelle. Pas une absolution provisoire en attente du procès général, pas une absolution conditionnelle sujette à révision, mais une absolution sacramentelle complète selon les règles du droit canonique médiéval. Ce que l'Église avait lié sur terre était délié. Ce que les accusateurs royaux avaient en présenté comme des crimes hérétiques avait été examiné par les représentants du pape et jugé pardonnable.
Et cette absolution avait des implications canoniques extraordinaires. Parce que selon le droit de l'Église médiévale, un homme qui avait reçu l'absolution sacramentelle ne pouvait pas être jugé à nouveau pour les mêmes fautes. Le principe du non bis in idem, même dans sa forme médiévale imparfaite, s'appliquait. Si les Templiers avaient été absous par les légats du pape, ils ne pouvaient canoniquement pas être condamnés par le Concile de Vienne de 1312 pour les mêmes accusations, mais ils l'ont quand même été. Ou plutôt, l'ordre a quand même été dissous, et des membres individuels ont quand même subi des peines sévères. Et la question que le parchemin de Chinon pose sans le résoudre est celle-ci. Clément V, qui avait accordé l'absolution à travers ses légats en 1308, avait-il simplement oublié ce document quand il a présidé au Concile de Vienne en 1312 ? Avait-il délibérément mis ce document de côté parce qu'il était politiquement impossible de l'utiliser ? Ou y a-t-il une explication plus subtile, une lecture du droit canonique médiéval qui permettait de concilier l'absolution de 1308 et la dissolution de 1312 ? Barbara Frale a proposé une réponse à cette question, une réponse qui a été débattue et n'est pas universellement acceptée, mais qui est intellectuellement convaincante. Selon elle, Clément V a utilisé le parchemin de Chinon comme il l'avait prévu dès le début, non pas pour innocenter publiquement les Templiers et déclencher une crise avec Philippe le Bel, mais comme garantie canonique privée que la procédure avait été respectée. Il pouvait affirmer, devant Dieu et devant l'histoire, que les Templiers avaient été entendus, que leurs confessions avaient été reçues, que leurs âmes avaient été réconciliées avec l'Église. La dissolution de l'ordre dans cette lecture n'était pas une condamnation des Templiers comme hérétiques, mais une décision administrative de mettre fin à une institution devenue ingouvernable dans le contexte politique de l'époque. C'est une lecture subtile, trop subtile peut-être. Elle sauve la cohérence de Clément V au prix d'une sophistication juridique qui, dans les faits, laissait des milliers d'hommes mourir ou végéter en prison. Mais elle explique pourquoi le pape a pu agir comme il l'a fait en ayant la conscience relativement en paix. Il estimait avoir fait ce qu'il pouvait, avoir respecté les formes, avoir accordé aux Templiers ce que le droit canonique lui permettait d'accorder, tout en reconnaissant qu'il ne pouvait pas aller au-delà sans risquer une rupture catastrophique avec la puissance temporelle. Cette explication a quelque chose de profondément humain et de profondément troublant. Elle décrit un homme qui croit avoir agi moralement, tout en permettant une injustice monumentale. Elle décrit un mécanisme que nous reconnaissons, hélas, dans des contextes bien plus récents. La manière dont les institutions, les personnes qui les représentent, peuvent se convaincre d'avoir respecté les formes, d'avoir suivi les procédures, tout en laissant se produire des horreurs que ces formes et ces procédures étaient censées empêcher. Il y a quelque chose dans cette histoire qui dépasse le Moyen Âge, quelque chose d'intemporel. Mais revenons à Barbara Frale et à ce matin d'octobre 2001. Elle tenait le document entre ses mains, elle lisait et relisait la formule d'absolution et elle comprenait progressivement ce qu'elle avait trouvé. Pas une curiosité archivistique mineure, pas un nouveau rapport d'interrogatoire parmi des dizaines d'autres, mais le document qui changeait tout, qui changeait la façon dont on devait comprendre le procès des Templiers, qui changeait la façon dont on devait juger Clément V, qui changeait la façon dont on devait écrire l'histoire. Elle a passé les heures suivantes à examiner le document avec une attention maniaque. Elle a vérifié l'écriture, comparant les graphies avec d'autres documents datant du même scriptorium pontifical. Elle a examiné les sceaux, ou plutôt les traces des sceaux disparus, les restes de cire et les cordelettes de soie qui avaient autrefois tenu les sceaux des 3 cardinaux. Elle a analysé le parchemin lui-même, sa couleur, sa texture, les marques du temps. Elle a lu et relu le latin, cherchant des anachronismes, des incongruités, des signes de falsification. Elle n'en a pas trouvé. Le document était authentique. Elle en était certaine. Mais la certitude d'un chercheur dans une salle d'archives est une chose. La démonstration publique, avec toutes les contestations et les vérifications qu'elle implique, en est une autre. Barbara Frale
savait qu'elle avait fait une découverte extraordinaire, et elle savait aussi que cette découverte serait contestée, que des sceptiques chercheraient à la réfuter, que des spécialistes exigeraient des preuves supplémentaires. Elle devait préparer sa démonstration avec un soin extrême. Elle a travaillé pendant plusieurs années, recoupant le parchemin de Chinon avec tous les autres documents qu'elle pouvait trouver sur les interrogatoires de Chinon dans d'autres fonds d'archives. Elle a cherché dans les registres de la chancellerie pontificale des références à la mission des trois cardinaux. Elle a cherché dans la correspondance de Clément V des allusions aux documents. Elle a cherché dans les actes du Concile de Vienne de 1312 des traces de la connaissance de l'absolution de 1308 par les participants. Et elle a trouvé des éléments de confirmation, pas suffisants pour lever toute ambiguïté, mais suffisants pour construire un dossier solide, suffisants pour publier, en 2004, son premier article académique sur le parchemin de Chinon dans la Revue d'Histoire de l'Église de France, l'une des publications les plus respectées dans son domaine. L'article fit l'effet d'une bombe dans la communauté des médiévistes spécialistes du procès des Templiers. Les réactions furent immédiatement polarisées. D'un côté, des chercheurs comme Alain de Murger, le grand spécialiste français des Templiers, qui accueillirent la découverte avec un enthousiasme prudent tout en soulignant la nécessité de vérifications supplémentaires. De l'autre, des sceptiques qui remettaient en question les interprétations de Frale, qui contestaient la portée exacte de la formule d'absolution, qui arguaient que le document ne démontrait pas ce que Frale affirmait qu'il démontrait. Le débat académique qui s'ensuivit fut parfois vif. Certains reprochèrent à Frale d'aller trop vite dans ses conclusions, de lire dans le document plus qu'il ne contenait. D'autres, au contraire, estimèrent qu'elle n'allait pas assez loin, que le document avait des implications encore plus radicales qu'elle ne le suggérait. Quelques-uns, dans des couloirs de conférences plutôt que dans des publications officielles, insinuèrent que la découverte était trop belle pour être vraie, que les archives secrètes du Vatican avaient peut-être voulu produire un document qui réhabiliterait leur image dans un contexte où l'Église cherchait à se réconcilier avec son passé. Cette dernière insinuation était particulièrement injuste. Barbara Frale n'était pas une émissaire du Vatican chargée de produire une réhabilitation. Elle était une chercheuse indépendante qui avait fait son travail avec intégrité. Et le Vatican lui-même, quand il publia en 2007 une reproduction fac-similée du parchemin de Chinon dans un volume de luxe, un geste éditorial sans précédent de la part des archives secrètes, sembla confirmer l'authenticité et l'importance du document. Cette publication de 2007 par les archives secrètes du Vatican sous le titre « Processus contra Templarios » fut en elle-même un événement remarquable. Un volume relié en cuir de couleur bordeaux, imprimé à seulement 789 exemplaires, vendus au prix de 8 000 € pièce, contenant des reproductions fac-similées de haute qualité du parchemin de Chinon et d'autres documents du procès. Il s'agissait d'une publication savante de premier ordre, accompagnée de transcriptions et de commentaires, et elle représentait un acte institutionnel de première importance. Les archives secrètes du Vatican reconnaissaient officiellement l'existence et l'importance du parchemin de Chinon. Certains ont voulu voir dans cette publication un geste de réhabilitation officielle des Templiers par l'Église catholique. Mais c'est allé trop vite. L'Église n'a pas officiellement réhabilité les Templiers. Elle n'a pas rendu de verdict formel sur leur innocence ou leur culpabilité. Elle a publié un document très important, un document qui change considérablement notre compréhension de l'affaire. Mais la publication d'un document n'est pas une déclaration d'innocence. Et c'est là que réside une tension intéressante, une tension que Barbara Frale elle-même a explorée dans ses livres ultérieurs, notamment dans son ouvrage I Templari en 2004 et dans le Ultime Memory di Jacques de Molay en 2010. La tension entre ce que la découverte du parchemin de Chinon nous dit sur le passé et ce qu'elle nous dit, ou ne nous dit pas, sur le présent, sur la façon dont les institutions traitent leur propre histoire, sur les conditions dans lesquelles une vérité peut émerger de 700 ans d'obscurité.
parce qu'il y a quelque chose de troublant dans le fait que la publication de ce volume, en 2007, ait été présentée par certains médias comme un acte de réconciliation, comme un geste de bonne volonté de l'Église vers les Templiers. Comme si l'Église rendait quelque chose qu'elle avait pris. Mais ce qu'elle a pris, elle ne peut pas le rendre. Les hommes qui ont brûlé ne peuvent pas être ressuscités. Les années de détention ne peuvent pas être effacées. Les familles brisées, les commanderies confisquées, les vies détruites ne peuvent pas être restituées. Ce que la publication de 2007 fait, dans le meilleur des cas, c'est reconnaître que quelque chose s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. Que des hommes ont été détruits sur la base d'accusations falsifiées. Que des aveux ont été arrachés sous la torture. Que le processus judiciaire, tant royal qu'ecclésiastique, a été corrompu dès le début par des intérêts qui n'avaient rien à voir avec la recherche de la vérité. C'est déjà beaucoup. C'est même considérable de la part d'une institution dont l'autorité repose en partie sur la prétention à l'infaillibilité dans les matières de foi et de morale. Mais c'est aussi, dans un sens, insuffisant. Parce que la vraie question que pose le parchemin de Chinon n'est pas seulement historique. Elle est éthique et elle est systémique. Comment un document d'une telle importance a-t-il pu rester caché pendant 700 ans? Est-ce vraiment un accident? Est-ce vraiment la conséquence de rien d'autre que la désorganisation napoléonienne des archives et les aléas des systèmes de classement médiévaux? Certains historiens répondent oui, avec confiance. Les archives secrètes du Vatican contiennent des millions de documents et il serait surprenant que tous aient été correctement indexés et facilement accessibles. La perte accidentelle d'un document, même d'un document important, est statistiquement inévitable dans un fonds archivistique de cette ampleur. Et le fait que Barbara Frale ait finalement trouvé le document, qu'il existait encore, qu'il n'avait pas été détruit, plaide en faveur d'une négligence plutôt que d'une dissimulation active. Mais d'autres historiens posent des questions plus inconfortables. Ils rappellent que les archives secrètes du Vatican n'ont été ouvertes aux chercheurs extérieurs qu'en 1881. Pendant 5 siècles et demi après la dissolution des Templiers, ces archives étaient fermées au monde extérieur. Un document gênant, même non délibérément caché, avait simplement l'inertie institutionnelle pour lui. Personne n'allait le chercher parce que personne ne pouvait aller le chercher. Et cette inaccessibilité institutionnelle est-elle vraiment distincte, dans ses effets, d'une dissimulation délibérée? Si le résultat est le même, un document crucial reste inaccessible pendant 7 siècles. La distinction entre accident et intention a-t-elle vraiment de l'importance morale? Ce sont des questions que Barbara Frale n'a pas voulu trancher dans ses publications. Elle reste dans ses travaux académiques prudemment factuels. Elle décrit ce qu'elle a trouvé, explique comment elle l'a trouvé, analyse ce que le document signifie. Elle ne spécule pas sur les raisons pour lesquelles il était où il était. Elle laisse le document parler, mais le document parle fort. Et ce qu'il dit réverbère bien au-delà de l'histoire médiévale. Il y a une dimension du parchemin de Chinon que nous n'avons pas encore pleinement explorée, et elle est peut-être la plus fascinante de toutes. Ce que ce document nous dit sur les Templiers eux-mêmes, sur leur psychologie, leur culture, leur façon de comprendre leur propre situation. Parce que le parchemin ne rapporte pas seulement les verdicts des cardinaux. Il rapporte aussi, en résumé, ce que les Templiers ont dit. Comment ils se sont défendus, comment ils ont expliqué ce qui semblait inexplicable. Et ce qu'ils ont dit est poignant d'une façon qui traverse les siècles. Jacques de Molay, selon le document, n'a pas cherché à nier entièrement ce qui lui était reproché. Il ne s'est pas présenté devant les cardinaux en déclarant que toutes les accusations étaient des mensonges fabriqués de toutes pièces. C'était peut-être trop risqué. Si les cardinaux ne le croyaient pas, il aggravait son cas. Il a adopté une stratégie plus subtile. Il a reconnu qu'il y avait eu, lors de certaines cérémonies d'initiation, des éléments inhabituels. Il a reconnu qu'on lui avait demandé de faire quelque chose qui lui avait causé une profonde détresse spirituelle.
mais il a insisté sur le fait que ces éléments ne reflétaient pas la foi réelle de l'ordre, que l'ordre dans son ensemble était orthodoxe, que les pratiques problématiques étaient des aberrations introduites par des individus particuliers, plutôt que des éléments centraux de la spiritualité templière. Cette position est remarquablement nuancée pour un homme qui avait passé des mois en prison, qui avait subi la torture, qui était épuisé et terrorisé. Elle suggère une pensée encore claire, une capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire même dans l'adversité. Et elle suggère aussi que Molay avait réfléchi à sa défense, qu'il avait compris que la négation totale n'était pas crédible, mais que la reconnaissance partielle, soigneusement circonscrite, pouvait ouvrir une voie vers l'absolution. Il avait raison, c'est ce qui s'est passé. Les cardinaux l'ont entendu, ont accepté sa présentation des faits, ont jugé que les irrégularités qu'ils reconnaissaient ne constituaient pas une hérésie grave, et l'ont absous. Si cette absolution avait été publiquement reconnue et utilisée dans le procès général, l'histoire aurait pu être différente. Si le parchemin de Chinon avait été exhibé au Concile de Vienne, si Clément V avait dit « Ces hommes ont été entendus par mes légats, ils ont confessé leurs fautes, ils ont reçu l'absolution, ils sont réconciliés avec l'Église et vous ne pouvez pas les condamner », l'histoire aurait pu être différente. Mais elle ne l'a pas été. Et c'est peut-être là le cœur véritable de cette tragédie. Pas simplement le fait que les Templiers ont été détruits injustement, mais le fait que le mécanisme qui aurait pu les sauver existait, fonctionnait, avait produit le document nécessaire et n'a quand même pas fonctionné. La machine de la justice canonique s'est mise en marche, a produit un verdict d'absolution, et puis ce verdict est resté dans un carton pendant 7 siècles, pendant que les hommes qui l'absolvaient mouraient. Il y a dans cette réalité quelque chose qui dépasse le simple désastre historique. Il y a le portrait d'une institution, l'Église médiévale, qui disposait de mécanismes de protection, de procédures de justice, de principes canoniques censés protéger les fidèles contre les abus du pouvoir temporel, et qui a laissé ces mécanismes être court-circuités par la pression politique. Pas explicitement, pas dans un geste de renoncement délibéré et visible, mais progressivement, silencieusement, sous le poids d'une réalité politique que le pape estimait ne pas pouvoir affronter directement. C'est un portrait qui parle à notre époque d'une façon troublante. Dans la nuit du 18 mars 1314, une fumée noire montait de l'île aux Juifs dans la Seine. Une fumée qui portait avec elle ce que la chair humaine devient quand le feu la transforme, et qui emportait avec elle, pensaient certains témoins présents ce soir-là, les derniers secrets d'un ordre qui avait existé pendant 2 siècles. Jacques de Molay mourait, et dans sa mort, il emportait des choses qui ne reviendraient jamais. Ou peut-être pas. Peut-être que ce que Molay portait avec lui n'est pas mort dans les flammes. Peut-être qu'il vivait encore dans un parchemin oublié, dans un carton poussiéreux, attendant qu'une main vienne le sortir de l'obscurité. La question est, qu'est-ce que le parchemin de Chinon change vraiment? Pas seulement pour les historiens, pas seulement pour les spécialistes du droit canonique médiéval, pas seulement pour ceux qui ont consacré leur carrière à démêler les fils du procès des Templiers. Qu'est-ce qu'il change pour nous, aujourd'hui, dans notre façon de comprendre non seulement les Templiers, mais l'histoire elle-même? Il y a une réponse technique et il y a une réponse plus profonde. La réponse technique est claire. Le document démontre que les dirigeants de l'ordre du Temple, après avoir été entendus par les représentants légitimes de l'autorité pontificale, ont été reconnus comme des catholiques sincères, dont les fautes, pour autant qu'elles existaient, méritaient l'absolution plutôt que la condamnation. Cela invalide le récit officiel qui a prévalu pendant 7 siècles, le récit d'un ordre hérétique et corrompu, justement dissous par une église vigilante et un roi pieux. Ce récit était, dans ses éléments essentiels, un mensonge. Un mensonge que le parchemin de Chinon démontre avoir été reconnu comme tel par le pape lui-même, à travers ses délégués, dans le secret d'un interrogatoire pontifical que personne n'était censé connaître. Mais la réponse plus profonde est ailleurs. Elle est dans ce que ce document dit sur la relation entre l'institution
et la vérité, entre le pouvoir et la mémoire, entre ce qui est documenté et ce qui est connu. Pensez à ce paradoxe. Pendant 700 ans, l'histoire officielle des Templiers était fausse. Pas entièrement fausse, certains éléments étaient exacts, certaines nuances étaient correctes. Mais dans ses grandes lignes, dans son verdict final, elle était fausse. Et cette fausseté n'était pas le résultat d'un manque de diligence historique. Des générations de chercheurs sérieux et rigoureux avaient travaillé sur ce sujet. Ils avaient consulté les archives disponibles. Ils avaient croisé les sources. Ils avaient fait leur métier avec intégrité. Mais ils travaillaient avec un dossier incomplet, un dossier auquel manquait la pièce cruciale. Et sans cette pièce, le puzzle ne pouvait pas être complété correctement. Ce n'est pas une critique de ces historiens. C'est une observation sur la nature même du travail historique. L'histoire est toujours reconstruction partielle. Elle est toujours tributaire des sources disponibles. Et les sources disponibles sont toujours, d'une façon ou d'une autre, sélectionnées par le temps, par les accidents, par les décisions institutionnelles sur ce qui mérite d'être conservé, par les systèmes de classement qui rendent certains documents accessibles et d'autres invisibles. Et si cette observation vaut pour une époque aussi éloignée que le début du XIVe siècle, elle vaut aussi pour des époques plus récentes. Elle vaut pour tous les sujets d'histoire sur lesquels des archives existent encore, mais ne sont pas entièrement accessibles. Elle vaut pour tous les dossiers qui sont encore classifiés, pour tous les documents qui dorment dans des archives gouvernementales ou institutionnelles que les chercheurs ne peuvent pas encore consulter. La leçon du parchemin de Chinon est universelle. Les archives mentent par omission. Pas nécessairement par volonté délibérée de tromper, mais par la simple réalité que ce qui n'est pas accessible ne peut pas être connu. Et ce qui n'est pas connu est remplacé par des hypothèses, des suppositions, des reconstructions qui peuvent être parfaitement erronées, même quand elles sont faites de bonne foi. Combien de parchemins de Chinon attendent encore dans des cartons poussiéreux? Combien de documents qui changeraient tout, qui inverseraient des verdicts, qui rendraient leur dignité à des victimes injustement condamnées, qui expliqueraient des comportements qui semblent autrement inexplicables? Combien de ces documents attendent que quelqu'un vienne les chercher? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre, et c'est peut-être là l'aspect le plus troublant de cette histoire. Mais revenons aux Templiers eux-mêmes, parce qu'il y a une dimension de leur histoire que la découverte du parchemin de Chinon éclaire d'une façon particulièrement poignante: leur mort. La mort de Jacques de Molay et de Geoffroy de Charnay sur l'île aux Juifs, bien sûr, mais aussi la mort de milliers d'autres Templiers moins connus, moins célèbres, qui ont souffert et sont morts dans des circonstances moins dramatiques, mais tout aussi injustes. Certains sont morts en prison pendant les années du procès, emportés par la maladie, la malnutrition, le froid. On ignore leur nombre exact. Les registres sont incomplets. Les conditions de détention variaient selon les prisons et les geôliers. Mais on sait que beaucoup de Templiers arrêtés en 1307 n'ont jamais vu la fin du procès. Ils sont morts dans l'obscurité de leurs cellules, sans être jugés, sans avoir été condamnés ni acquittés, simplement oubliés dans la machine judiciaire de l'époque. D'autres ont été condamnés à la prison perpétuelle par les tribunaux diocésains qui s'occupaient des cas individuels après la dissolution de l'ordre en 1312. Ces condamnations à vie, prononcées contre des hommes qui avaient reconnu certaines fautes lors de leurs interrogatoires, représentaient une sorte de compromis institutionnel, trop important pour être simplement relâché, trop humble pour justifier une exécution spectaculaire. Le Templier moyen finissait ses jours dans une prison ecclésiastique. D'autres encore ont été réintégrés dans d'autres ordres religieux. Une solution pratique qui évitait la question de leur culpabilité ou de leur innocence en les recyclant, pour ainsi dire, dans des structures monastiques où ils pouvaient finir leur vie sans constituer un problème politique. Ces hommes ont été, dans un sens, les plus fortunés. Ils ont survécu. Mais leur survie s'est payée d'un silence forcé, d'une identité effacée, d'une appartenance à un ordre dont il n'était plus possible de parler.
Et puis il y a ceux qui ont fui. Ceux qui, alertés à temps le matin du 13 octobre 1307, avaient repris leurs chevaux et disparu dans la campagne française avant que les sergents du roi n'arrivent. On ne sait pas combien ils étaient, on ne sait pas tous où ils sont allés. Certains ont probablement rejoint des parents ou des amis dans des régions reculées et vécu le reste de leur vie sous une identité dissimulée. D'autres ont peut-être atteint l'Écosse, le Portugal, où la dissolution de l'ordre ne fut jamais vraiment appliquée. Les Templiers portugais se transformant tranquillement en Ordre du Christ, ou d'autres territoires moins sous l'influence directe de Philippe le Bel. La flotte templière, dont on sait qu'elle était basée à La Rochelle, disparut pratiquement sans trace en 1307. 18 galères, selon les sources, qui étaient dans le port le matin des arrestations et qui avaient disparu avant que les agents royaux n'arrivent au port. Où allèrent ces navires? Avec quel chargement? Ces questions n'ont jamais reçu de réponse documentée et c'est dans ce vide que se sont engouffrées des décennies de spéculations sur le trésor des Templiers, sur des documents secrets, sur des reliques emportées à l'abri. Les historiens sérieux restent sceptiques face à la plupart de ces théories. Il est probable que les navires transportaient des Templiers fugitifs et leurs avoirs personnels, peut-être des fonds de trésorerie, peut-être des archives administratives. Pas le Graal, pas l'Arche d'Alliance, pas les plans secrets de domination mondiale. Mais quelque chose qui était suffisamment important pour justifier une fuite précipitée et que nous ne connaissons pas. Et c'est là que la leçon du parchemin de Chinon revient avec force. Nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas les documents. Nous n'avons pas les documents parce qu'ils ont été perdus, détruits, cachés ou simplement jamais rédigés. Les archives ne contiennent que ce qui a été écrit et conservé, ce qui n'a jamais été mis par écrit ou ce qui a été intentionnellement détruit et perdu pour toujours. Et dans l'histoire des Templiers, il y a des zones d'ombre que même la découverte du parchemin de Chinon ne peut pas éclairer. La disparition de la flotte templière est l'une de ces zones d'ombre. La nature exacte du trésor du temple, son existence même, en est une autre. Ce que savaient réellement les dirigeants de l'ordre sur les origines de certaines de leurs pratiques rituelles en est une autre encore. Ces questions resteront probablement sans réponse définitive. Non pas parce qu'elles sont résolues, mais parce que les sources qui auraient pu les résoudre n'existent plus, ou sont inaccessibles, ou n'ont jamais existé sous forme écrite. Mais venons-en maintenant à quelque chose de plus précis, de plus technique, mais qui est fondamental pour comprendre la portée exacte du parchemin de Chinon. La question de l'absolution elle-même. Qu'est-ce que cela signifiait, dans le contexte du droit canonique médiéval, d'être absous par des légats pontificaux? L'absolution sacramentelle dans le christianisme médiéval n'était pas simplement un pardon divin accordé dans le fort intérieur de la conscience individuelle. C'était un acte juridique, autant que spirituel, avec des conséquences précises dans le monde institutionnel de l'Église. Un homme absous de ses péchés par un prêtre, ou, à plus forte raison, par des représentants directs du pape, était, aux yeux du droit canonique, réconcilié avec l'Église. Ces fautes confessées ne pouvaient ne plus être utilisées contre lui comme preuve d'un état hérétique permanent. Cela ne voulait pas dire qu'il était impossible de le juger à nouveau pour des fautes nouvelles ou pour des fautes qu'il n'avait pas confessées. Mais cela créait une présomption juridique puissante en sa faveur. Celui qui avait été absous était présumé être, au moment de l'absolution, un fidèle catholique sincère. Et cette présomption ne pouvait être renversée que par des preuves nouvelles montrant qu'il était retombé dans l'hérésie après l'absolution. Dans le cas des Templiers de Chinon, cela signifiait que Clément V et le Concile de Vienne après lui auraient eu besoin de prouver non pas que les Templiers avaient été hérétiques avant août 1308, puisque cette question avait été réglée par l'absolution, mais qu'ils l'étaient redevenus après. Or, il n'y avait aucune preuve de cela. Les Templiers détenus dans les prisons françaises et pontificales après août 1308 n'avaient aucune activité hérétique nouvelle.
Ils attendaient simplement la fin de leur procès. Ce qui signifie que, selon une lecture strictement canonique, la dissolution de l'ordre en 1312 et les condamnations individuelles qui ont suivi étaient juridiquement irrégulières. Pas nécessairement invalides, au sens où elles auraient pu être annulées par une cour supérieure. Il n'existait pas de cour supérieure à la papauté dans le droit médiéval, mais irrégulières, au sens où elles ne respectaient pas les procédures que le droit de l'Église lui-même prescrivait. Barbara Frale ne va pas jusqu'à dire que la dissolution de l'ordre était canoniquement invalide. Elle est trop prudente pour ça, trop consciente des complexités du droit médiéval et des nuances de l'interprétation. Mais elle dit clairement que le parchemin de Chinon complique considérablement l'évaluation juridique et morale de ce qui s'est passé entre 1307 et 1314. Et elle dit que Clément V, en accord avec ses légats, avait une connaissance de l'innocence substantielle des Templiers, au moins de leurs dirigeants, qui auraient dû infléchir différemment ces décisions. Il y a dans les travaux de Frale un passage particulièrement éclairant où elle reconstitue, à partir du parchemin de Chinon et d'autres documents, ce qu'elle appelle la stratégie de Clément V. Selon elle, le pape avait élaboré un plan en plusieurs étapes. Première étape, envoyer ses légats à Chinon pour obtenir des Templiers une confession limitée et une demande d'absolution. Deuxième étape, accorder cette absolution, réconciliant ainsi canoniquement les Templiers avec l'Église et sortant le procès de la juridiction royale pour le ramener sous contrôle pontifical. Troisième étape, lors du Concile de Vienne, dissoudre l'ordre, non pas comme une organisation hérétique, ce qui aurait impliqué la culpabilité de tous ses membres, mais comme une organisation dont le prestige était irrémédiablement atteint et dont la poursuite de l'existence était devenue impossible dans le contexte politique de l'époque. Ce plan, s'il a existé comme Frale le pense, était juridiquement sophistiqué et moralement ambigu. Il sauvait la face canonique, les Templiers ne mouraient pas comme hérétiques condamnés, mais comme membres d'un ordre dissous pour des raisons pratiques, tout en sacrifiant l'ordre lui-même à la pression de Philippe le Bel. Et il sauvait peut-être quelques vies. Si la dissolution en 1312 avait été présentée comme la condamnation d'un ordre hérétique, les sanctions contre les membres individuels auraient pu être beaucoup plus sévères. Mais le plan a partiellement déraillé, parce que Clément V est mort en avril 1314, avant que toutes ces décisions concernant les dignitaires templiers soient mises en œuvre, et parce que Jacques de Molay, sur le parvis de Notre-Dame, a choisi de mourir en réclamant son innocence plutôt que de mourir en silence. Et sa mort a transformé le récit. Au lieu de s'effacer tranquillement comme un ordre dissous pour raisons pratiques, les Templiers sont morts en martyrs, ou du moins en hommes qui proclamaient leur innocence jusqu'au bout. Et cette proclamation a résonné. Elle résonne encore aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que cette histoire continue de fasciner, 7 siècles après. Il y a une autre dimension du parchemin de Chinon que nous devons explorer avant de nous approcher de notre conclusion, et c'est sa dimension archivistique au sens le plus large. Le fait que ce document ait été trouvé aux archives secrètes du Vatican et non dans une collection privée ou dans les archives d'un autre État a des implications importantes pour comprendre comment l'Église catholique gère sa propre histoire. Les archives secrètes du Vatican, dont le nom « secrète » signifie en latin « privé » plutôt que « caché », sont une institution extraordinaire, fondée dans leur forme actuelle au XVIe siècle. Bien qu'héritières de traditions archivistiques beaucoup plus anciennes, elles contiennent non seulement les documents de l'administration pontificale, mais aussi d'innombrables archives provenant de différentes sources qui ont été confiées à la garde du Vatican au fil des siècles. Des archives diocésaines, des archives de communautés religieuses, des archives diplomatiques, des documents saisis lors de procès inquisitoriaux. L'ouverture progressive de ces archives aux chercheurs depuis 1881 est l'une des décisions les plus importantes de l'Église catholique dans son rapport à sa propre histoire. Elle a permis des découvertes comme celle de Barbara Frale.
Elle a permis des avancées dans la compréhension de nombreux aspects de l'histoire médiévale et moderne. Mais elle a aussi révélé des choses difficiles, des preuves, des abus de l'Inquisition, des documents relatifs à la politique du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale, des dossiers embarrassants sur des figures que l'Église avait parfois tendance à idéaliser. L'ouverture des archives n'est jamais un geste neutre de la part d'une institution. C'est un choix, avec ses risques et ses opportunités. Et le fait que les archives secrètes du Vatican soient encore loin d'être entièrement accessibles. Certains fonds restent fermés aux chercheurs et les restrictions d'accès varient selon les époques et les sujets. Signifie que d'autres découvertes, comme le parchemin de Chinon, sont peut-être possibles. D'autres documents fondamentaux, d'autres pièces manquantes de puzzles historiques que nous pensons connaître, mais que nous ne connaissons qu'imparfaitement. Barbara Frale, dans ses entretiens après la publication de son travail, a dit quelque chose qui mérite d'être répété. Elle a dit que la découverte du parchemin de Chinon lui avait appris une leçon d'humilité sur la nature du travail historique. Que même une chercheuse aussi compétente et expérimentée qu'elle avait cherché pendant des mois avant de trouver ce document, que si elle avait abandonné un mois plus tôt, elle ne l'aurait pas trouvé. Que si elle avait cherché dans une autre section des archives, elle aurait peut-être cherché encore des années, et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à tous les documents qu'elle n'avait pas trouvés, parce qu'elle ne cherchait pas exactement ce qu'ils contenaient, parce qu'ils étaient dans des cartons qu'elle n'avait pas encore ouverts. C'est une réflexion d'une honnêteté rare de la part d'une chercheuse qui venait de faire la plus grande découverte archivistique de sa carrière. Et c'est aussi une réflexion qui dit quelque chose d'important sur la condition du chercheur face à la vastitude de l'inconnu. Nous sommes tous, en un sens, dans la situation de Barbara Frale avant le 25 octobre 2001. Nous avons des questions, nous avons des intuitions, nous avons des méthodes. Mais l'archive, quelle qu'elle soit, archive papale ou archive familiale, archive d'État ou archive personnelle, l'archive est toujours plus grande que nous. Elle contient toujours plus que ce que nous y avons trouvé. Et ce qu'elle contient que nous n'avons pas encore trouvé peut changer tout. Il y a dans cette réalité quelque chose qui devrait nous rendre profondément humbles dans nos certitudes historiques. Pas sceptiques au point de penser que rien ne peut être su. Nous savons beaucoup, et ce que nous savons est réel et important. Mais humbles au sens où nous devrions toujours garder ouverte la possibilité que ce que nous pensons savoir soit incomplet, que la pièce manquante existe quelque part, que l'histoire officielle soit, sur tel ou tel point, une reconstruction provisoire en attente de révision. Cette humilité n'est pas un aveu de faiblesse de la discipline historique. C'est au contraire ce qui la rend vivante, ce qui fait que des archivistes continuent à ouvrir des cartons poussiéreux, que des historiens continuent à poser des questions dont ils ne connaissent pas les réponses, que la connaissance du passé continue à s'approfondir, même quand le passé lui-même semble très loin. Revenons une dernière fois à l'île aux Juifs, ce soir de mars 1314. Le feu qui consumait Jacques de Molay brûlait sur une île au milieu d'un fleuve, visible depuis les deux rives. La cathédrale Notre-Dame était visible de là où il mourait. La forteresse royale du palais de la Cité était visible. Toute la machinerie du pouvoir médiéval était là, présente, visible, dans le crépuscule parisien. Molay priait, dit-on. Il priait à voix haute. Il réclamait l'innocence de son ordre. Et dans les flammes, la voix se tut. Mais quelque part, dans un carton quelque part dans les archives pontificales, un parchemin attendait. Un parchemin qui disait que cet homme avait été absous, que ses péchés avaient été pardonnés, que l'Église l'avait réconcilié avec elle-même. Le feu ne savait pas, le roi ne savait pas, ou préférait oublier. Les historiens qui viendraient après ne sauraient pas pendant 7 siècles. Mais le parchemin, lui, savait. Et il attendait. Il attendait Barbara Frale. Il attendait l'automne 2001. Il attendait qu'une main patiente et savante l'extirpe du carton numéroté où il avait dormi, qu'une paire d'yeux formée à la paléographie médiévale déchiffre son écriture gothique cursive,
qu'une intelligence capable de comprendre les implications du droit canonique médiéval mesure ce qu'il signifiait. Et quand cette main, ces yeux, cette intelligence sont enfin venus, le parchemin a parlé. Il a dit ce qu'il disait depuis le début, ce qu'il avait été écrit pour dire, que les Templiers avaient été entendus, qu'ils avaient confessé, qu'ils avaient été pardonnés. Trop tard pour eux, mais peut-être à temps pour leur mémoire, parce que la mémoire a aussi son temps. Elle a son propre rythme de révélation, indépendant du rythme biologique des individus. Une vérité peut mourir avec ceux qui la portaient et renaître 7 siècles plus tard dans un carton poussiéreux. Une injustice peut être reconnue longtemps après que toutes ses victimes ont disparu. Et cette reconnaissance, si tardive soit-elle, change quelque chose. Pas pour les morts, pour nous. Elle change notre façon de nous situer dans le flux de l'histoire. Elle nous rappelle que nous sommes aussi, à notre façon, des interprètes provisoires d'un passé qui n'est jamais entièrement révélé. Elle nous rappelle que les récits officiels, ceux qu'on enseigne, ceux qu'on répète, ceux qu'on prend pour acquis, ont une histoire, une fabrication, des intérêts. Elle nous rappelle que derrière chaque verdict de l'histoire, il peut y avoir un autre verdict, caché, attendant. Et elle pose une question que nous ne pouvons pas éviter. Une question que la découverte du parchemin de Chinon rend plus urgente et plus dérangeante que n'importe quelle théorie du complot. Si un document aussi fondamental que l'absolution papale des Templiers a pu rester caché pendant 700 ans dans les archives d'une institution qui a commencé à les ouvrir aux chercheurs en 1881, que contiennent encore les archives pontificales, gouvernementales, institutionnelles, militaires, que nous n'avons pas encore été autorisés à consulter? Quelles vérités attendent dans des cartons que personne n'a encore ouverts? Quelles injustices restent à reconnaître? Quels verdicts à réviser? Quelles morts à réhabiliter? Le parchemin de Chinon est une réponse à une question posée il y a 7 siècles. Mais en y répondant, il pose à son tour des questions dont nous n'avons pas encore toutes les réponses. Jacques de Molay a brûlé le 18 mars 1914, innocent des charges les plus graves qui pesaient contre lui. Son innocence était documentée, reconnue par les représentants du pape lui-même. Et pendant 700 ans, cette documentation a dormi dans un carton, pendant que l'histoire officielle continuait à raconter une autre histoire. Cela devrait nous garder éveillés. Non pas parce que l'histoire des Templiers nous concerne directement, non pas parce que des chevaliers médiévaux sont particulièrement proches de nos préoccupations quotidiennes, mais parce que le mécanisme est universel. Le mécanisme par lequel une vérité peut être documentée est quand même invisible, par lequel un verdict peut être rendu et quand même inutilisé, par lequel une institution peut savoir ce qui est juste et quand même laisser faire ce qui est injuste, par lequel l'histoire officielle peut être construite sur une lacune, une omission, une pièce manquante que personne ne cherche parce que personne ne sait qu'elle existe. Ce mécanisme ne s'est pas arrêté en 1314. Il ne s'est pas arrêté à la découverte du parchemin de Chinon en 2001. Il est en cours, en ce moment, dans des archives ouvertes ou fermées, dans des dossiers classifiés ou simplement mal classés, dans des cartons que des mains expertes et patientes n'ont pas encore ouverts. Quelles questions serez-vous en train de vous poser dans 100 ans, dans 200 ans, quand quelqu'un ouvrira le carton qui attend ?